Et donc, on va rentrer dans le programme d'électrocinétique proprement dit. C'était quoi? J'avais un grand 1 concept de base, c'est ça? Ou je sais pas. Et un petit 1 qui était l'OADOM, voilà. Ok, super. Et donc, bah, là pour le coup, je sais que vous l'attendiez. Voilà. Quand même, voilà. Voilà, quand même. Enfin, vous disiez, c'est quoi cette histoire? On nous arnaque, on nous ment. Donc l'idée est la chose suivante, c'est qu'en fait, là on va changer vraiment de perspective. Vraiment le cours de vendredi, c'était vraiment une histoire une vision très microscopique de comment que ça se passe, juste histoire que vous ayez une vision ouais, un peu plus physique de ce qui se passe, voilà. Mais en fait, on n'en a pas vraiment besoin. Là, nous, ce qu'on va modéliser, en fait, ce qu'on appelle des réseaux, autrement dit, en fait, des circuits électriques. Alors ça a l'air très ambitieux comme ça, il s'avère qu'en fait le programme est assez restreint sur le sujet, vous avez des réseaux à une ou deux mailles. Enfin en gros, a priori, c'est pas l'objectif de programme de vous faire faire des systèmes absolument épouvantables avec des trucs partout dans tous les sens. D'autant que le nombre de composants que vous avez à connaître est très faible, vous en connaissez que trois, qui sont la résistance d'abord, le condensateur et la bobine. Des composants passifs, il y a les générateurs après, mais donc en gros, on va pas... Alors je sais que le truc électrocinétique, ça a l'air très prétentieux, mais en fait on fait pas d'électronique en particulier. En filière MP, enfin en prépa de manière générale de toute façon. Donc en gros de l'électronique, bah, on vous en ferait en école d'ingénieur, on fera autre chose, voilà, mais on ne fait pas du tout d'électronique, donc on ne parlera pas de transistors, d'amplificateurs opérationnels et ce genre d'amusement, ce qui est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc on est parti, voilà. Donc le principe en fait c'est surtout de faire des définitions de modèles, d'accord? Comment on modélise un circuit et comment on modélise des composants, d'accord? Donc en fait, hein, définition ici, je vais rajouter un peu modèle de base. Alors, en fait, on va commencer par un truc qui est extrêmement important. L'idée est la chose suivante. On va admettre que vous connaissez un peu ce qu'un contact électrique. Vous savez en particulier, alors on va prendre cet objet-là par exemple. Je suppose que vous avez toutes et tous vu ce genre de choses. D'accord? Donc en gros, vous savez que si on met deux surfaces métalliques en contact, d'accord, elles vont être en contact, en contact électrique, autrement dit, ça signifie que les électrons sont capables de sauter d'un métal à l'autre métal. D'accord? Voilà, ça, vous savez ça, vous branchez ça. Je ne sais pas si vous avez déjà démonté une prise dans votre vie. Coupez le courant avant, d'accord? Bon, en gros, une prise, c'est pas très compliqué, c'est un trou métallique et vous mettez ça en contact. Enfin, c'est un show plus compliqué. Enfin, c'est un trou un peu subtil pour que le contact soit assuré, mais dans le principe, c'est exactement ça. D'accord? Donc il n'y a rien de très compliqué dans cette histoire. Alors en fait, l'idée, c'est, on va donner un nom à ça. D'accord? Vous allez voir, c'est ultra compliqué. On appelle dipôle un dispositif électrique qui a deux pôles. On est parti. Un dispositif électrique présentant, alors je vais appeler deux contacts électriques. Et ces contacts électriques sont appelés pôles. Donc quand il y en a deux, bah, ça fait deux pôles. Alors quasiment l'intégralité des objets électriques que vous manipulez sont des dipôles. D'accord? Donc n'importe quelle prise électrique est un dipôle. Dans les deux sens. C'est-à-dire que ça, c'est un dipôle, mais la prise qui est dans le mur est aussi un dipôle. D'accord? Vous avez deux trous. Clac. Voilà, il y a deux pôles. Ces histoires-là. Et en fait, quand vous branchez, ben, une lampe, c'est un dipôle. Une ampoule, c'est un dipôle. Enfin, tout ça. Une pile, c'est un dipôle. D'accord? Pas de problème. Je peux vous donner des exemples si vous voulez, mais une ampoule, une pile, une prise. Le réseau EDF, non, pas celui-là justement, pardon. Le réseau EDF si vous êtes en monophasé, sinon c'est un quadripôle, si vous êtes en triphasé. Oui. Présentant deux contacts électriques, appelés pôles. C'est vraiment histoire de faire une définition, mais c'est un truc à deux branches. D'accord? Donc en général, donc ce dipôle, on le représente d'une façon suivante. En gros, vous avez un truc comme ça. Voilà. Et au milieu, vous avez un truc, on ne sait pas trop en fait, et ce symbole au milieu va dépendre de la nature du dipôle que vous utilisez. Mais en gros, le pôle numéro 1 est là.
Et le pôle numéro 2 est là. Voilà. C'est juste un truc que vous branchez. Ah, j'en ai oublié un qui est important. Je vais l'écrire quand même parce que ça vaut le coup. Je fais une petite remarque. Un fil est un dipôle. Un fil électrique, c'est un dipôle. D'accord. Voilà. Vous êtes d'accord que c'est un dipôle, un fil électrique? Oui. Voilà, il y a un truc de chaque côté. Voilà. Oui. Il y aurait des monopôles. Bah, c'est compliqué un monopôle quand même en électricité, parce qu'il faut que le courant traverse. Ouais, ouais. Donc, non. Il y a des plus que pôles, il y a des tripôles, des quadripôles, des octopôles, il y en a plein. Bah, c'est un transitor, c'est un tripôle, on en a parlé tout à l'heure, voilà, c'est ça. Je t'écoute. Oui, un fil et un câble, il y a une différence, c'est que dans un câble, tu vas avoir plusieurs fils. Par exemple, dans un câble USB, un port USB, c'est un octopôle, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il y a 8 pôles dans un câble USB. Il y en a 2 pour l'alimentation. Et après, pour le transfert de données, il y en a un peu plus. Donc pour moi, dans un câble, il peut y avoir plusieurs fils. Si vous prenez, mais n'importe quoi, hein. Bah, tu prends ça, par exemple. Ça s'appelle un câble. D'accord? Là, il y a 2 fils. Il y a 2 fils qui sont représentés par l'extérieur de cette prise-là et par l'intérieur. D'accord? Et ces trucs-là, alors, ne sont pas reliés en direct, mais voilà, c'est le plus et le moins en fait d'un truc en continu, ça. Dans un câble, il y a plusieurs fils. On est parti. Voilà. Donc, je vais donc. Alors, petite remarque, un fil est aussi un modèle, donc je vais refaire une définition du fil en fait. Donc, on va définir un fil comme étant un dipôle et on va considérer comme modèle que c'est un dipôle de résistance nulle. D'accord? Donc ça, c'est un modèle, d'accord? Pour le coup, c'est pas un vrai fil réel, puisqu'un fil réel a toujours une résistance non nulle, d'accord? Mais en électrocinétique, quand on va parler de fil, on parlera en fait d'un dipôle de résistance nulle. Voilà. Donc, un fil est un dipôle de résistance nulle. D'accord? Alors, plus exactement, en fait, on va considérer qu'il est de résistivité nulle. C'est un tout petit peu subtil, ce qui fait qu'en particulier, un fil peut avoir une longueur quelconque. Ça ne change absolument rien quand on fait des dessins. D'accord? Donc, vous pouvez allonger ou raccourcir un fil sans aucune forme de problème et sans en changer la nature. D'accord? Donc, ça, c'est un truc important. On peut donc le rallonger ou le raccourcir à volonté. Alors, petite remarque, c'est faux en pratique, mais en fait, c'est vrai en pratique. Si jamais, par exemple, vous connectez, par exemple, quand vous voulez connecter quelque chose, hein, une lampe, vous prenez, si vous faites une rallonge, par exemple, vous ne posez pas la question de la résistance du fil. Vous prenez la rallonge, vous en foutez, voilà, vous faites ça, voilà, ça marche, quoi. D'accord? Donc, en général, c'est pas absurde comme modèle parce que la résistance du fil, de toute façon, sera négligeable devant la résistance des appareils que vous allez utiliser. Alors, ensuite, c'est pas très compliqué. En fait, vous pouvez brancher plusieurs fils sur un même point, d'accord? Et dès que vous allez avoir plus de 2 fils, donc, ou au moins 3 fils si on veut le faire comme ça, branchés sur un même point, ce point-là va porter un nom, on va appeler ça un nœud. Voilà. Donc on est parti, on appelle un nœud. Un point où sont branchés au moins 3 fils. Donc ça, c'est pas extrêmement compliqué, hein. Vous avez un fil là, par exemple, voilà. Voilà. Voilà un nœud à 3 fils. Voilà, tout ça. Voilà. On peut en faire un A4 par exemple. Voilà. Ça c'est un nœud. On est d'accord? Alors petite remarque, si vous faites un truc comme ça, avec juste un fil ici, vous voyez que ça c'est 2 nœuds à 3 fils. Mais en fait, comme on peut réduire ou augmenter la taille d'un fil à volonté, ça signifie en fait que ce fil-là, vous pouvez le réduire à une taille nulle, d'accord? Et donc ça c'est équivalent à ça. Voilà. Donc en gros, si vous avez qu'un fil qui relie 2 nœuds, vous
pouvez en fait littéralement considérer que c'est le même nœud. Voilà cette histoire. Cette petite remarque ici. Donc un nœud, ça a une vraie définition, c'est pas juste un point dégueulasse que vous mettez sur le circuit en partie, vous pouvez avoir des points de circuit qui sont au milieu d'un fil par exemple, mais ça ne fait pas des nœuds pour autant. D'accord ? Et dernière définition, d'accord, on va appeler une branche une portion d'un circuit qui ne contient aucun nœud. D'accord ? En général, une branche est comprise entre deux nœuds, mais ce n'est pas obligatoire. Mais en tout cas, c'est une portion du circuit où vous n'avez pas de nœud. D'accord ? C'est ça l'idée. Donc, on appelle branche une portion d'un circuit ne contenant aucun nœud. Et en général, en pratique, elle va être délimitée par deux nœuds, mais ce n'est pas obligatoire dans la définition. Et en général, délimitée par deux nœuds. Alors faites attention, une branche peut contenir plein de dipôles, d'accord ? C'est pas la question. Donc, par exemple, je pars d'un nœud, et puis là, par exemple, je sais pas, j'aurai un dipôle numéro 1, un dipôle numéro 2, voilà. Mais tout ceci, c'est une seule et même branche. On est d'accord ? Donc ça, tout ça, là, je sais pas trop comment faire ça, là, c'est une branche. Donc, si vous vous limitez au caractère vert de la définition, en fait, vous avez, ça c'est une branche, enfin tout ça c'est la même branche, d'accord ? Toutes ces portions-là, en fait, sont entre les mêmes nœuds. On est d'accord là-dessus ? Petite remarque, si vous faites ça, par exemple avec un dipôle ici, puis un autre dipôle ici, j'en sais rien, voilà. Est-ce qu'ici vous avez une branche ? Vous avez combien de branches là ? A priori ? Il y en a une, deux, et puis éventuellement celle-là, trois, d'accord, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc moi ici vous avez trois branches. On est au clair là-dessus ? Voilà. Alors cette définition elle est extrêmement importante parce qu'elle va mener au premier théorème et qui est l'un des théorèmes les plus importants de votre cours d'électrocinétique. Et c'est pour ça que je fais le cours de vendredi, pour que vous compreniez un peu. Imaginons que vous avez des charges qui rentrent de ce côté-là, par exemple. D'accord ? Plutôt de ce côté-là, ici. D'accord ? Alors ça peut être alternatif ou continu, mais de toute façon, même si c'est alternatif et que vos électrons passent leur vie à faire ça, ça veut dire que aux extrémités de votre branche, quand même, il y a des électrons qui vont rentrer et des électrons qui vont sortir. D'accord ? Alors le truc est le suivant, c'est que la charge ne se détruit pas. D'accord ? La charge, a priori, ne se détruit pas, elle ne disparaît pas. Et deuxième chose, la charge ne s'accumule pas. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne pouvez pas pousser de la charge sur un point. Autrement dit, toute la charge qui va rentrer ici va forcément ressortir de l'autre côté. On est d'accord ? Ouais. Ça, c'est pour une branche. C'est vrai pour une seule branche, d'accord ? Et bien sûr, là je l'ai fait aux extrémités, mais en fait ça marcherait pour n'importe quel point de la branche. Autrement dit, si je prends ce point-là et un point quelconque de la branche, d'accord ? Toutes les charges qui vont rentrer là, forcément ressortent par le point que j'ai choisi dans la branche. Ouais. Mais si, par contre, la branche est connectée d'un côté et de l'autre côté, c'est coupé. Bah, il y aura rien, il se passe rien dedans. Ouais. Mais en fait, le corollaire de ça, c'est qu'effectivement, si jamais c'est ouvert ici, bah, en fait, il n'y a rien qui peut rentrer, puisqu'il n'y a rien qui peut sortir de l'autre côté. D'accord ? Donc, ça signifie que si vous comptez les charges par unité de temps qui vont rentrer dans la branche, à n'importe quel point de la branche, il peut y avoir les mêmes quantités de charges qui passent. Ça s'appelle comment la quantité de charge par unité de temps ? Oui, effectivement. Ça s'appelle l'intensité, d'accord ? Donc autrement dit, ça signifie que vous regardiez ici, ici, ici ou ici, l'intensité sera la même, d'accord ? Donc en fait, la loi de conservation de la charge, d'accord, c'est ça qu'on appelle ça, la loi de conservation et de non-accumulation de la charge, implique le théorème suivant, l'intensité est uniforme dans une même branche. Voilà, c'est la base. Donc, la conservation et la non-accumulation de la charge implique que, premier théorème, l'intensité dans une branche
uniforme. Premier théorème. Alors, uniforme, on avait dit dessus, ça signifie donc que c'est le même partout. Ça ne veut pas dire qu'elle est constante. Elle peut varier en fonction du temps, mais par contre, elle va varier de la même façon partout, en n'importe quel point du fil. Ça, c'est le truc extrêmement important. Alors, il y a une conséquence de ça, que je n'ai pas écrit dans la question de cours, mais qui est importante, c'est que ça signifie que si vous avez un circuit et que vous pouvez isoler n branches distinctes, alors en fait, il est intégralement paramétré par n intensités. Puisque vous avez une intensité par branche, et puis c'est terminé, vous avez l'intégralité des intensités. D'accord ? Voilà, c'est la base. Donc, une conséquence que j'ai écrite alors. Un circuit à n branches. Est paramétrable. Alors, en fait, en général, il y en a un peu moins, parce qu'elles ne sont pas toutes indépendantes, par n intensités. Voilà. C'est n branches, vous prenez les n intensités de toutes ces branches, et vous avez un paramétrage complet. Enfin, il y en a un peu trop, dans ces histoires. Oui. Ouais, conséquence. D'accord sur l'intensité ? Encore une fois, faites attention, hein. Je vais faire quand même un dessin dans cette histoire-là, mais si vous avez des dipôles, divers et variés, mais que vous avez une même branche, ça signifie que ici, si vous avez l'intensité I1, ici vous avez I1, d'accord. Ici vous avez I1, d'accord. Voilà. Par contre, effectivement, dès que vous arrivez à un nœud, d'accord, vous avez a priori des intensités qui seront différentes. Donc ça, si vous avez déjà fait de l'électrocinétique avant dans votre vie, vous avez déjà croisé ce genre de choses. D'accord ? Donc faites attention, donc un dipôle ne modifie pas l'intensité dans une branche. D'accord ? De part et d'autre en tout cas. Alors, deuxième théorème extrêmement important. Est-ce qu'un fil peut être parcouru par une intensité, d'accord ? Puisqu'un fil constitue une branche, littéralement. Par contre, on a dit que sa résistance était nulle. D'accord ? Or, vous connaissez la loi d'Ohm. Qu'est-ce qui se passe si la résistance est nulle, même si l'intensité, a priori, elle, est non nulle ? La tension est nulle. D'accord ? Donc, ça, c'est un deuxième théorème extrêmement important. Le caractère non résistif d'un fil entraîne que... Alors, en fait, il y a deux théorèmes qui sont exactement les mêmes. La tension aux bornes d'un fil est nulle. Et en fait, la façon dont j'ai envie que vous le reteniez, c'est pas celui-là, mais ça revient littéralement au même. La tension, c'est quoi par définition ? Alors, c'est pas le potentiel, sinon on aurait le même mot. C'est la différence de potentiel. Donc, si la tension elle est nulle sur n'importe quel point du fil, d'accord, entre deux points quelconques du fil, ça signifie que le potentiel, il est comment sur le fil ? Il est exactement le même, il est donc... Non, pas constant. Uniforme, d'accord ? Voilà. Le potentiel, le long d'un fil, est uniforme. D'accord ? En gros, si vous imaginez un circuit électrique et que vous essayez de le modéliser avec des tuyaux, par exemple, d'accord, comme si c'était de l'eau qui courait, un fil, ça sera un tuyau horizontal. Ça va rentrer là-dedans, d'accord ? Et un dipôle, ce sera un tuyau penché. Là, vous aurez une différence de potentiel, d'accord ? Et c'est d'ailleurs l'existence des dipôles qui vont être responsables de l'existence de l'intensité. Pas le fil en tant que tel, d'accord ? L'analogie s'arrête là. À un moment donné, c'est plus compliqué que ça, d'accord ? Dans le principe, c'est ça. Donc, si on veut avoir une vision un peu claire de ça, je vais reprendre le même dessin que tout à l'heure, vous vous souvenez, avec les dipôles, là. D'accord ? Donc, ici, on a la même intensité partout. D'accord ? Donc, tout ça, là, c'est la même intensité.
Par contre, en fait, vous avez combien, a priori, vous avez combien de potentiels différents sur ce dessin-là? 3, effectivement, d'accord. Ici, vous avez un... Tout ça, c'est au même potentiel. Ensuite, vous traversez un dipôle, donc vous ne savez pas grand-chose, donc a priori, le potentiel va changer. D'accord. Ici, vous avez un potentiel qui est le même. Et ensuite, vous avez à nouveau un potentiel qui est le même, le long du fil. D'accord. D'accord, hein, ça c'est le même potentiel. Ça c'est... D'accord. Et en bleu, ça c'est le même potentiel. Et donc, en gros, ça ne sert à rien de paramétrer la tension aux bornes d'un fil, puisque cette tension est nulle. Donc, en gros, les seules tensions dont on a besoin, ça va être les tensions aux bornes des dipôles qui ne sont pas des fils. Les fils, c'est un dipôle, donc voilà. Okay. Voilà. On est d'accord là-dessus? C'est bon? Donc, en gros, un fil, en fait, si vous voulez savoir, et ça peut être une autre réponse à la question que tu m'as posée tout à l'heure, c'est... Un fil, c'est simplement un ameneur de potentiel. Ce que vous faites quand vous prenez un dipôle et que vous le branchez quelque part, vous savez que majoritairement un réseau électrique c'est des fils, d'accord, en principe. En fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez un endroit où il y a un potentiel donné, et vous allez simplement en fait amener le potentiel, qui est à un endroit, de l'autre côté. Quand vous branchez cette prise-là, au départ, a priori vous avez le même potentiel de chaque côté, et quand vous allez la brancher, ce qui va se passer, c'est que vous allez amener de ce côté-là le potentiel sur la prise que vous branchez, et de l'autre côté, l'autre potentiel. D'accord. Si ces potentiels sont différents, vous aurez une tension. Et ça va se propager à l'intérieur. Donc un fil, si vous voulez comprendre ce que c'est juste un propagateur de potentiel. Encore là-dessus? Voilà, vous branchez ça, sans problème. Voilà, on est parti. Dernière définition, vous voyez que c'est un peu un mélange de définitions et de théorèmes fondamentaux dans ces histoires-là. Voilà. Et le dernier truc, c'est un peu difficile à définir, c'est un peu... mais bon, je vais y arriver. C'est juste histoire qu'on sache de quoi on parle. Donc en fait, le dernier terme dont on va avoir besoin, c'est ce qu'on appelle une maille. D'accord. Donc une maille, en fait, c'est un parcours du circuit qui est fermé. Donc autrement dit, vous longez le circuit comme ça et vous revenez sur vos pas. Voilà, c'est juste ça. Donc on appelle une maille une portion fermée. Enfin, ouais, plutôt fermée, c'est peut-être pas le mot, ouais, c'est ça. Du circuit. Cette définition est un peu bancale, c'est pas très très grave. Mais bon, en gros, hein, ça signifie que... Voilà, par exemple, tiens, je vais faire ça. Voilà, grand classique. Combien vous avez de mailles ici? Faites attention, il y a un piège. Effectivement, vous en avez 3, d'accord, dans cette histoire. Vous avez celle-là, vous avez celle qui fait tout le tour, et vous avez celle-là aussi, d'accord. Ok, vous constatez qu'en fait, vous n'avez pas 3 indépendantes, vous en avez 2 indépendantes, puisque vous pouvez colorier l'intégralité du circuit uniquement avec 2 mailles dans cette histoire, d'accord. Ici, on a 3 mailles. C'est bon sur les 3 mailles? Tout le monde voit comment ça marche? Premier carré, deuxième carré, puis le grand carré. C'est toujours ces jeux à la con. Combien y a-t-il de triangles dans cette figure? D'accord. Voilà. C'est le même. D'accord. C'est le même plan. D'accord. Voilà. Donc voilà. Là ici j'ai fait un truc plutôt simple, mais dans le principe c'est ça. Petit 2, on est parti. Caractéristiques d'un dipôle. Voilà. C'est un petit 2, c'est ça? On est d'accord. 3. Ah oui, parce que l'autre c'était un... Oui, d'accord. C'était un grand petit 1, quoi. Voilà. Un petit 1 bien rempli. Voilà. Petit 3, donc caractéristique d'un dipôle. Alors, c'est pas une... C'est bon, c'est une définition un peu ce qu'il vaut. On appelle... En fait, l'idée, c'est que vous vous rendez compte que finalement, les deux seules grandeurs que je vais manipuler pour l'instant, c'est l'intensité et la tension. Et il s'avère qu'en fait, dans l'électrocinétique, il n'y a que ces deux grandeurs-là. Voilà. On va bricoler une autre grandeur qu'on appelle la puissance, avec ce machin-là.
ça va aller assez vite. Mais en fait, vous pouvez caractériser l'intégralité du fonctionnement d'un circuit électrique uniquement avec les tensions et ou les intensités. Et en fait, il s'avère qu'il y a un truc qu'on appelle la caractéristique d'un dipôle. C'est pas très compliqué. La caractéristique d'un dipôle, c'est la relation qu'il y a entre la tension et l'intensité. Le problème, c'est que quand je dis ça, j'ai un petit souci, c'est que quand je dis la tension aux bornes du dipôle, si vous avez regardé votre cours de vendredi, sinon appris, vous voyez qu'il y a un problème d'ambiguïté. C'est que la tension, je peux la prendre, si je dis la tension aux bornes du dipôle, sans rien préciser, ben en fait, vous voyez que je peux la prendre dans un sens ou dans l'autre. Et si je dis l'intensité, bah, en fait, je peux l'orienter un peu dans le sens que je veux. Donc en fait, en vrai, quand je vais dire que c'est la relation entre la tension et l'intensité d'un dipôle, enfin la tension aux bornes d'un dipôle et l'intensité qui traverse un dipôle, il va falloir que je précise un certain nombre de choses, en particulier les orientations. D'accord ? Donc ça, c'est un truc extrêmement important qu'on va devoir faire dans n'importe quel paramétrage de circuit. D'accord ? Donc, quel que soit le circuit étudié, bien en fait, la première étape, c'est qu'on va orienter arbitrairement les intensités dans chacune des branches. Voilà. Arbitrairement, l'intensité dans chacune des branches. Arbitrairement, tout le monde comprend ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous faites ce que vous voulez. Il y aura, en pratique, il y a des choses qui vont être un peu imposées. On verra comment ça se passe sur des exemples pratiques. Mais après, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette histoire-là ? Ça signifie donc que, je vais reprendre mon exemple de là-bas. Tiens, c'était pas mal, cette histoire. D'accord, voilà, je prends ce circuit-là. Alors là, on va voir combien j'ai de branches distinctes dans ce circuit. Alors, 2, 3, 4. 4. Le mot distinct, c'est rien. Avec combien de branches, ça marche aussi. Là, il n'y a rien de très compliqué. Il y en a 3. Mais attendez, il n'y a pas de... Ok, c'est quoi la définition d'une branche ? Il n'y a pas de nœud. C'est une portion de circuit comprise entre deux nœuds, d'accord ? Où sont les nœuds dans cette histoire ? Si, il y a des nœuds dans cette histoire quand même. Il y en a un là, il y en a un là. D'accord ? Donc, il y a combien de branches dans ce circuit ? 3. D'accord ? Donc, ça signifie qu'a priori, vous avez besoin de combien d'intensité ? 3. D'accord ? Et donc, après, vous orientez les intensités comme vous voulez. D'accord ? Il n'y a pas de sens a priori, d'accord ? Donc, vous avez largement le droit, par exemple, de faire un truc comme ça. Vous avez le droit de faire ça. Ceci ne préjuge en rien du signe de ces intensités. Ce que cette orientation vous raconte, c'est que si I1 est vraiment dans ce sens-là, physiquement, alors la valeur de I1 sera positive. Si c'est dans l'autre sens, la valeur de I1 sera négative. D'accord ? C'est juste une orientation de sens. D'accord ? En particulier, si vous connaissez la loi à laquelle on va arriver, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, jeudi, vous connaissez la loi des nœuds, d'accord ? Et donc vous savez qu'il y en a forcément une des trois qui est négative dans le tas. D'accord ? Là, vous le voyez, d'accord ? Donc ceci ne préjuge en rien. Alors bien sûr, en général, on essaie de réfléchir un peu à l'avance pour avoir que des trucs positifs. Mais bon, voilà, on n'a pas de chance, quoi. Oui. Il y en a comment ? La loi des nœuds ? Oui, ça s'appelle la loi des nœuds. Vous appelez ça la loi d'additivité des tensions ? Non, des mailles. La loi des mailles, c'est pas la même. Ah, la loi des nœuds ? Ah non, on l'avait pas eu. Si, on l'a eu. On va les revoir, de toute façon. Détendez-vous. Donc, ceci ne préjuge en rien du signe des IK. Ces trucs-là peuvent être positifs ou négatifs. D'accord ? À partir du moment où vous faites ça, et en fait, si vous regardez ça bien droit dans les yeux, l'intégralité des dipôles est traversée par une intensité, et ce sens, il est donné par cette orientation. D'accord ? Si vous prenez ce dipôle-là, ce dipôle-là, celui-là ou celui-là, en fait, vous pouvez littéralement voir dans quel sens il est traversé. D'accord ? On est d'accord là-dessus ? Donc, à partir du moment où on a fait ça, tout dipôle est donc traversé dans un sens donné par l'intensité choisie. Tout dipôle est alors traversé par une intensité
dans un sens donné. Donc ça signifie que pour n'importe quel dipôle, je peux faire un truc comme ça. On est d'accord là-dessus? Je peux tous les prendre un par un et dire ils sont traversés comme ça. Eh bien en fait, on va appeler tension aux bornes du dipôle. Eh bien en fait, ça va dépendre. On va avoir des conventions, on va en avoir deux, forcément, vu qu'on fait un peu ce qu'on veut, d'accord? On va appeler tension de dipôle en convention récepteur la tension qui va être comme ça, c'est-à-dire qui va être opposée à I. Et tension du dipôle en convention générateur, celle qui est dans l'autre sens. Bien sûr, il y a un rapport entre les deux, l'une est égale à l'opposé de l'autre. Voilà. Voilà. On a alors deux conventions. La convention récepteur, où vous avez ce truc-là, c'est-à-dire où l'intensité et la tension sont de sens opposés, d'accord? Autrement dit, si je mets des lettres quand même, si j'appelle ça A et que j'appelle ça B, I ça va être I de A vers B, d'accord? Et U ça va être quoi? C'est UAB ou BA ça? C'est UAB ça. Donc grosso modo, les lettres sont dans le même sens pour l'intensité et pour la tension, d'accord? Si vous appelez ça IAB, c'est-à-dire l'intensité qui va de A vers B. Et vous avez une autre convention, qui est la convention générateur. Où en fait, vous avez le même dipôle, la même intensité, mais cette fois en fait votre tension, elle est comme ça. Et donc elle vaut quoi ici? Elle vaut effectivement UBA, si je mets les mêmes B et les mêmes A, ne vous inquiétez pas. Ça. Voilà. Oui? Il y a une différence entre le petit et le grand U? Absolument pas, pourquoi? C'est juste pour savoir. Non, c'est... Alors, de manière très générale, en physique, on met des petits pour les grandeurs variables et des grands pour les grandeurs fixes. D'accord? Il s'avère que là, je vais un peu jongler entre les deux. Je vais essayer d'être cohérent dans le cours, mais en principe, il n'y a pas de différence. Donc ça, c'est UBA, si ça, c'est A et que ça, c'est B. Alors, en gros, c'est une convention, c'est-à-dire que vous choisissez ce que vous voulez pour votre dipôle. D'accord? Non, mais... Si vous vous souvenez de votre cours de vendredi, en fait, on a travaillé en convention récepteur. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, l'intensité était comme ça, et la tension était comme ça. D'accord? Donc, U égale RI est une relation qui marche en convention récepteur. Si vous l'avez en convention générateur, ce sera tout simplement U égale moins RI. Voilà. Donc, méfiez-vous de ça, c'est une saleté. D'accord? Il y a que... non, mais il y a qu'en élé que ça existe, ce genre de saloperie. Hein. Partout, après, on a les conventions bien fixes, bien comme il faut. En général, en physique, tout est en convention récepteur. Il n'y a qu'en électricité qu'on va commencer à utiliser les conventions générateurs pour les générateurs, justement. Mais dans le principe, c'est pas très sympa. Donc voilà. Une fois qu'on a défini ça, et vous comprenez qu'il faut définir ça proprement, d'accord? Une fois ceci défini, on appelle tension aux bornes du dipôle, la tension U, quoi. Voilà. Une fois la convention définie, pourquoi je mets ça en blanc, en vert. Une fois la convention définie, U s'appelle tension aux bornes du dipôle. Et là, vous voyez que il n'y a plus d'ambiguïté, tout simplement parce qu'en fait, on l'a levé de façon un peu brutale. Et une fois qu'on a raconté ça, on appelle caractéristique du dipôle la relation entre l'intensité qui le traverse et la tension à ses bornes. C'est ça qu'on appelle une caractéristique. Donc vous en connaissez déjà une, c'est U égale RI. U égale RI, c'est la caractéristique de la résistance. On appelle caractéristique d'un dipôle la relation entre
l'intensité qui le traverse et la tension à ses bornes. Je tiens essentiellement à ce que cette phrase elle soit connue par cœur. Je ne veux pas entendre entre son intensité et sa tension, parce qu'en fait, c'est sa tension, mais ce n'est pas son intensité. C'est l'intensité de sa branche. Donc en gros, si vous voulez, d'un point de vue paramétrage, le dipôle n'est pas responsable de son intensité, entre guillemets. L'intensité, c'est la même pour tout le monde, c'est la même dans la branche, et donc c'est bien l'intensité qui le traverse. Sa réponse à lui, c'est la tension une fois que l'intensité est donnée. La chose qui appartient en propre au dipôle, c'est sa tension. Donc je veux pas une phrase du type, la relation entre son intensité et sa tension. Sa tension, je veux bien, son intensité, non. Elle ne lui appartient pas à lui. On est au clair là-dessus? Donc c'est bien l'intensité qui le traverse et la tension à ses bornes. C'est pas le même verbe. Il y a un truc, il y a une idée de flux dans l'intensité, et attention, une idée de différence de potentiel entre le début et la fin. Encore une fois, on ne parle pas du tout des mêmes grandeurs. On est parti. Voilà, c'est bien, c'est cool. Et donc on va terminer parce que on finit à quoi? On finit à quelle heure ou on finit maintenant en fait, on est d'accord? On finit à 10, c'est ça? Ouais. Non, on finit. Non, c'est à 15 qu'on finit. Non, c'est à 15 qu'on finit. Non, à 15 vous êtes censé partir et à 20 vous êtes censé dans notre salle. C'est petit 4, c'est ça? Dipôle usuel, épisode 1. Vous avez 5 dipôles usuels à connaître au programme. Je peux faire épisode 4 si vous voulez, hein, pour les plus geeks d'entre vous. Voilà. Donc, vous en avez 5 à connaître. Dans ce chapitre-là, on va en voir 5 à connaître. Non, vous en avez 4 à connaître, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis 5. Vous en avez 4 à connaître. Dans ce chapitre-là, on va en voir 2. Je mets le fil à part, même si c'est un dipôle standard. D'accord? Voilà. Et il nous en restera 2 à voir dans le chapitre suivant. D'accord? Donc, petit a, la résistance, ça va aller assez vite. Alors, à chaque fois, je vais vous faire une fiche signalétique. Donc, une résistance, c'est noté comme ça. Donc, c'est une boîte. D'accord? Voilà. Alors, la résistance porte un nom, parce qu'en fait, en vrai, une résistance ne s'appelle pas une résistance, ça s'appelle... Alors, donc, ça, c'est le symbole. Une résistance est en général paramétrée en convention récepteur. Donc autrement dit, ça signifie que si l'intensité va comme ça, ma tension, elle, est dans l'autre sens. D'accord? Voilà. Donc, ce dipôle s'appelle... Alors en vrai, ce dipôle ne s'appelle pas une résistance. Ce dipôle s'appelle soit un résistor, soit un conducteur ohmique. Et donc, il s'appelle comme ça, et il est caractérisé par un nombre qu'on appelle une résistance, d'accord? Et il est caractérisé par sa résistance, grand R, et R s'exprime en quoi? En ohm, d'accord? D'où le côté conducteur ohmique, d'accord? En ohm. Notation de l'ohm. Grand oméga, effectivement. Alors, petite remarque, il s'avère qu'en électrocinétique, on a toujours tendance, surtout pour les dipôles passifs comme ça, à confondre sa grandeur caractéristique avec le nom. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez très souvent entendre des gens qui vont parler d'une capacité au lieu de parler d'un condensateur, qui vont parler d'une inductance au lieu de parler d'une bobine. Et de la même façon, on parle d'une résistance au lieu de parler d'un résistor. D'accord? Parce que grosso modo, c'est à peu près la même chose. On est d'accord là-dessus? Et donc, le truc que vous devez connaître impérativement, c'est sa caractéristique, mais pour le coup, vous la connaissez déjà. On l'a déjà vu vendredi, mais je vais la réécrire. Caractéristique. Faites attention, quand vous apprenez une caractéristique, il faut impérativement que vous appreniez la convention dans laquelle on vous la donne, parce que sinon, vous avez un moins qui se balade, d'accord? En récepteur, U est égal à RI. Voilà la convention de ça. Exceptionnellement, je
je vous l'écris en dessous en générateur. Mais théoriquement, si vous avez tout suivi, vous savez exactement, ça vaut quoi? Égal moins 0. D'accord? Je vous l'écris juste histoire que ce soit clair. Si jamais un jour vous tombez sur une résistance paramétrée en générateur, pour que vous sachiez ce que c'est. Mais théoriquement, il y a tout ce que vous savez sur les tensions montre que globalement, ça se passe bien. On va revoir les choses sur les tensions de toute façon. Ça sera tranquille. On est d'accord là-dessus, là, sur ce truc-là? Je vais en profiter pour faire le dernier. Je gratte un peu, j'en ai pas pour longtemps. Enfin, le deuxième. Petit b, générateur idéal. Et on fera le troisième. Enfin, il y en a un troisième, mais qui est une composée des deux, jeudi. Générateur idéal de tension. Donc en gros, ça, c'est une prise, une pile, etc., etc., idéalisé. Autrement dit, un truc où vous n'avez pas de résistance interne. Alors le symbole, c'est comme ça. D'accord? Donc c'est un espèce de rond avec une flèche dedans. Voilà. Et on met toujours la tension dans le sens de la flèche. Donc ici, il n'y a pas d'histoire de convention. On s'en fout de l'intensité. On met toujours la tension dans le sens de la flèche. Oui. C'est quoi les trucs qu'on voyait avec un G Ah, parfois on met des G, mais c'est ça la vraie notation. Voilà. D'accord? Et la caractéristique, c'est relativement simple. Quel que soit I, U est égal à grand E. Donc, autrement dit, on s'en fout de la convention, parce que quelle que soit l'intensité qu'il traverse, de toute façon, la tension orientée comme ça aura exactement la même valeur. Et je termine là-dessus, je vais vous définir ce que E. Grand E étant une constante. Appelée, alors il y a plusieurs appellations possibles, force électromotrice, abrégée en général FEM pour les intimes, d'accord? Oui? Pour tout I, ouais. U égale E. Quelle que soit l'intensité qui traverse le truc, donc je m'en fous de la convention parce qu'en fait ça dépend pas de I. C'est pour ça que je n'ai pas d'ailleurs précisé I dans cette histoire. D'accord? Force électromotrice, ou sinon ça s'appelle aussi tension en circuit ouvert. Voilà. On parlera de force électromotrice, tranquillement. Donc en gros, ça signifie que la tension est une constante, quoi que vous lui demandiez à ce générateur-là. Je rappelle que ça, c'est ce que vous escomptez du réseau EDF quand vous branchez quelque chose dans votre maison. D'accord? Que grosso modo, vous avez du 220, et que même si vous rajoutez plein de trucs, ça va bien se passer. Ok, voilà l'idée. Je vous laisse partir. On se voit demain matin pour votre premier TP d'électrocinétique.